Des troupes, des chars, des avions, des armes nucléaires, attaque, défense, dissuasion. Jusqu'ici, les règles de la guerre semblaient connues. Mais depuis quelques années, tout est en train de basculer. L'arme de guerre fatale du futur, c'est plus le nucléaire. La dimension de demain, elle est informatique, et il faut se doter d'un arsenal offensif informatique. Dans cette cellule de crise, des officiers français suivent avec inquiétude une étrange attaque. Le dernier élément fait état d'une menace imminente sur l'ensemble de nos réseaux. Je veux les impacts avérés, puisqu'on va avoir une attaque, et forcément, on va avoir des impacts. Je veux les impacts potentiels. Une attaque qui n'a été détectée par aucun radar et n'a déclenché aucune alarme. Une attaque menée par une armée silencieuse et anonyme. Une attaque capable d'empêcher un avion de voler, de détruire la propulsion d'un navire, d'éradiquer les ordinateurs d'un état-major en une frappe de clavier. Ce n'est pas parce que c'est cyber que c'est propre, qu'il n'y a pas de sang derrière, qu'il n'y a pas de mort derrière. Il peut y avoir du sang et des morts derrière. Dans ce domaine, aucune loi ne s'applique. Au lieu de balles et de bombes, on utilise des 0 et des 1. De même qu'Internet a révolutionné nos vies, il est en train de bouleverser les champs de bataille. Nos États, nos soldats, nos états-majors sauront-ils gérer ces nouvelles menaces politiques et militaires? Sommes-nous prêts pour ce nouvel âge de la guerre? Au moment où l'on débat de l'objectif de tous ces programmes, il faut se demander jusqu'où nous sommes prêts à aller avec ces opérations qui pourraient nous mener à la guerre et où nous plaçons notre ligne rouge. Bienvenue dans le monde inquiétant de la cyberguerre. La cyberguerre est née ici. Fort Meade, le siège de la NSA, l'immense et très secrète agence de sécurité nationale américaine. Depuis 25 ans, des milliers de hackers, programmateurs et mathématiciens y apprennent à infiltrer les ordinateurs du monde entier. Ceux des terroristes et des États, mais aussi, comme l'ont montré les révélations d'Edward Snowden, des entreprises et des citoyens. En rendant public des milliers de documents top secrets de la NSA, l'analyste informatique nous a ouvert les yeux sur ce monde secret. Mais peu de gens savent qu'à la fin de sa carrière, Snowden était un de ces cyberguerriers modernes. Depuis son exil à Moscou, il en explique les contradictions. Le public n'est pas conscient de la fréquence à laquelle ces cyberattaques, comme on les appelle dans la presse, sont menées par les gouvernements du monde et pas seulement par les États-Unis. La différence entre nos attaques, celle des États, et celle des activistes ou des militants qui, eux, veulent seulement perturber via des attaques du type déni de service, c'est que les pays cherchent de plus en plus à lancer des attaques destructrices. Et il est important de souligner que c'est nous qui avons lancé ce mouvement avec la campagne Stuxnet contre le programme nucléaire iranien. L'Iran a deux grands centres d'enrichissement d'uranium, un à Boucher, l'autre à Natanz. Tous deux souterrains et fortifiés. C'est ici que l'Iran fait tourner des milliers de centrifugeuses capables de transformer de l'uranium en combustible civil ou en matière première pour bombes atomiques. Mais en 2010, catastrophe. Les techniciens iraniens découvrent que leurs centrifugeuses s'usent et se cassent à toute vitesse. De quoi retarder leur programme nucléaire qui inquiète tant Israël et l'Occident. Mais impossible de savoir pourquoi. Peu après, deux chercheurs d'une entreprise d'antivirus tombent par hasard sur un bout de code. Chaque jour,
Symantec analyse 5 millions de malwares, des programmes informatiques malveillants. Mais celui-ci est différent. C'était la première fois qu'on voyait un virus dont le code était aussi long et aussi dense. Il était 20 fois plus long que les codes malveillants qu'on connaissait alors. Non seulement ce code était hyper dense, mais en plus, il ne comportait aucune erreur. On n'avait jamais vu ça. C'était la cyberattaque la plus complexe jamais vue à cette époque. L'auteur de cette cyberattaque avait une stratégie et des compétences très différentes des connaissances des hackers. Ces geeks, ces jeunes gens passionnés d'informatique mais qui n'ont pas de copines et qui n'ont rien de mieux à faire que de développer des logiciels malveillants. En Allemagne, cette autre équipe d'experts a découvert que, contrairement aux virus criminels habituels, Stuxnet ne vise pas une large gamme d'ordinateurs. Ces 15 000 lignes de code ont été conçues pour une seule cible, des centrifugeuses iraniennes. Ils ne semblaient pas concorder. Ils concordaient parfaitement. Introduit par une clé USB dans les circuits informatiques pourtant fermés de la centrale de Natanz, Stuxnet accélère légèrement la vitesse des fragiles centrifugeuses. Cela réduit très fortement leur durée de vie, sans les casser. Une arme parfaite, silencieuse et anonyme. Ils ont réussi à modifier les écrans de contrôle que regardaient les techniciens. Ainsi, ils leur ont fait croire que tout allait bien, alors que les centrifugeuses étaient en train d'être détruites. Pour développer Stuxnet, il fallait une équipe d'experts, des spécialistes en enrichissement d'uranium et en métallurgie. Les hackers ordinaires n'y connaissent pas grand-chose en métallurgie et ne savent certainement pas comment fonctionne une centrifugeuse d'enrichissement de l'uranium. À ce jour, personne n'a jamais revendiqué l'attaque. Mais dans les états-majors, la découverte de Stuxnet fait l'effet d'une bombe. Quelqu'un, ou probablement un État-nation, car c'est une opération trop compliquée à mener depuis un garage ou une cave, a utilisé une arme numérique en période de paix pour détruire ce que tout pays considère comme une infrastructure vitale. Qui avait des raisons suffisantes d'attaquer le programme nucléaire iranien? Sûrement pas le Venezuela. En tant qu'ancien directeur de la CIA, je trouve que la destruction d'un millier de centrifugeuses à Natanz est une excellente chose. Bernard Barbier a dirigé pendant 8 ans le service technique de la DGSE. Depuis 2013, il est en charge de la cyberdéfense dans un grand groupe français. Je connaissais assez bien ces équipes qui ont été à l'origine de tout ça, puisque c'était une coopération extrêmement forte entre deux équipes techniques incroyables qui sont les équipes de l'INSU israélienne, la NSA israélienne, les jeunes scientifiques qui font leur service militaire obligatoire pendant 3-4 ans. Puis de l'autre côté, l'équipe TAO de la NSA, donc Tailored Access, qui était 1500 ingénieurs de très haut niveau, issus de la cryptologie, qui sont passés dans le développement de malware. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le virus était l'œuvre de la NSA. Les Israéliens ont corrompu un informaticien iranien pour qu'il introduise la clé USB infectée dans la centrale de Natanz. Les États-Unis avaient l'intention d'interrompre le programme nucléaire iranien, mais voulaient à tout prix éviter une guerre. Très sincèrement, il serait irresponsable de ma part d'avancer des hypothèses sur l'identité des responsables. Mais les créateurs de Stuxnet ont aussi joué les apprentis sorciers. Loin de rester caché, le virus a fuité, infectant plus de 100 000 ordinateurs en Indonésie, en Inde, au Pakistan. Le virus s'est retrouvé ailleurs, tout simplement parce que comme un virus, il peut proliférer. Donc le risque d'une attaque cyber, c'est qu'au-delà de sa cible, qu'elle touche ou pas,
elle peut aussi avoir des effets collatéraux. Surtout, une fois décodée, rien de plus facile que de copier une arme informatique et de l'orienter vers une autre cible. Stuxnet est déjà utilisé comme modèle. Il existe de nombreux Metasploits, c'est-à-dire des programmes malveillants qui visent des pièces ou des mécanismes bien précis. On en trouve gratuitement sur Internet. C'est ça le plus effrayant. On pourrait s'en servir pour attaquer des réseaux d'approvisionnement en eau, des raffineries, des hôpitaux et même des parcs d'attractions. Stuxnet restera quelque chose de fondateur dans l'histoire du combat numérique. Comme au début du siècle, vous avez eu la découverte du combat aérien, la découverte du char, qui sont des ruptures technologiques combinées à des ruptures doctrinales. Stuxnet, c'est comme un missile porté dans le cœur du sanctuaire national. C'est un événement extrêmement important de notre histoire. On pourrait le comparer à ce qui s'est passé en août 1945. Quelqu'un a utilisé une catégorie complètement nouvelle d'armes pour détruire. Sauf que l'histoire de Stuxnet ne s'arrête pas là. Non seulement l'attaque n'est pas restée secrète, mais les États-Unis n'ont pas échappé à une contre-attaque iranienne. Ces documents fournis par Edward Snowden le prouvent clairement. Première cible des Iraniens, en août 2012, la compagnie saoudienne de pétrole Aramco, allié stratégique des États-Unis. Du jour au lendemain, 30 000 de ces ordinateurs sont détruits. Ils ont envoyé un virus de suppression de données, une sorte de campagne qui permet à un hacker débutant de se faire la main. Une attaque qui n'a rien de complexe ni de subtil. On envoie simplement un verre informatique, un logiciel malveillant, qui s'auto-reproduit dans le réseau visé. Le programme se reproduit ensuite automatiquement sur tout le réseau et efface les données de toutes les machines. Seconde cible, le système financier américain. Un par un, les sites internet de Citibank, Bank of America, JP Morgan, SunTrust, Wells Fargo sont inondés de messages jusqu'à saturation. Puis les attaques ont cessé. Non pas parce que les banques ont réagi, ni parce que Cybercommand ou la NSA sont intervenus, mais parce que l'Iran, qui avait fait passer son message, les a interrompus. Le message disait « Nous aussi, nous savons faire ça. Nous pouvons vous frapper là où ça fait mal. Vous ne pourrez pas nous en empêcher. » Juillet 2015. L'Iran et l'Occident se félicitent. Après 12 ans d'âpres négociations, il y a enfin un accord pour limiter le programme nucléaire iranien. En poussant Téhéran à négocier, Stuxnet aurait-il évité une nouvelle guerre au Proche-Orient? En retardant le programme iranien, les Iraniens ont dû aller négocier. Alors qu'ils auraient pu très bien avoir, comme les Coréens du Nord, une arme nucléaire, ce qui aurait provoqué quelque chose de, je dirais, une réaction majeure des Israéliens, puisque le sujet était quand même comment empêcher les Israéliens de bombarder les emprises iraniennes nucléaires. Mais Stuxnet a aussi lancé une nouvelle forme de guerre dont le monde découvre tout juste les enjeux. Dans cette guerre informatique, les États-Unis sont le pays qui a le plus à perdre. Le secteur technologique est la colonne vertébrale de l'économie américaine. Si on commence à mener ce type d'attaque, on crée un précédent. Ce comportement devient alors la norme internationale adoptée par les États, les pays développés, les démocraties. Par conséquent, les pays qui ne respectent pas les règles iront encore plus loin. Stuxnet, c'est clairement, on a ouvert la boîte de Pandore. C'est-à-dire qu'on fait des cyber-armes en sachant parfaitement qu'on est vulnérable par ces cyber-armes.
L'origine de ces cyberarmes remonte à une époque bien moins connectée, l'immédiate après-guerre. En 1952, les États-Unis créent l'Agence de sécurité nationale. La NSA originelle, ce sont les oreilles de l'Amérique. Des postes d'écoute répartis sur le globe tentent d'intercepter les transmissions radio et satellites étrangères, surtout soviétiques, sans oublier les câbles téléphoniques sous-marins. À l'époque, la NSA est bien plus petite et bien moins agressive que sa grande sœur, la CIA. Le renseignement à l'ancienne par écoute radio était assez passif. C'était des antennes ou des pinces crocodiles. Il fallait attendre que quelqu'un envoie un message et être au bon endroit au bon moment. La France aussi a ses bataillons de fonctionnaires des services secrets chargés d'écouter les fréquences militaires du bloc de l'Est. Mais en ces années de guerre froide, c'est loin d'être une priorité. La priorité de la France, c'était de développer l'arme nucléaire. Et que finalement, le renseignement n'était pas jugé quelque chose de critique par le gouvernement dans cette période-là. De Gaulle, sa priorité absolue, c'était l'arme nucléaire, c'était pas l'espionnage. Et la France ne pouvait faire que l'un ou l'autre, mais pas les deux en même temps. La révolution informatique va totalement changer la donne. Désormais, les services deviennent acteurs, capables d'infiltrer directement les réseaux informatiques. Avec l'informatique et Internet, on n'a plus à attendre que quelqu'un envoie un message. On peut viser directement la cible, les lieux de stockage des informations pour les récupérer, même si la cible n'a jamais voulu les transmettre. On a commencé réellement à monter des équipes de cyberguerre en fait en 1990-91. C'est une activité qui était secrète et qui était extrêmement cloisonnée au sein de la DGSE. Puis arrive le 11 septembre. Lancé dans une guerre totale contre le terrorisme, George Bush ordonne à la NSA de préparer des attaques cyber. Et nous n'avions plus aucun problème d'argent. La NSA est divisée en deux parties. La première s'occupe de la défense et l'autre de l'attaque. Michael Hayden et Keith Alexander, les deux anciens directeurs de la NSA, ont inversé les priorités de l'agence. Ils se sont rendus au Congrès et ont compris qu'ils pourraient obtenir plus d'argent s'ils mettaient en avant leurs attaques réussies, parce que personne ne s'intéresse vraiment à la rude tâche de la défense. En 2007, l'Estonie est victime d'une puissante et très médiatisée cyberattaque de son grand voisin russe. De quoi renforcer encore les faucons. Depuis 2010, c'est tout le cybercommandement américain qui a été placé sous le contrôle du directeur de la NSA. Il supervise ainsi les troupes cyber de l'armée de terre, de la marine et de l'US Air Force. Dans la banlieue de Washington, le quartier général de la NSA ne cesse de s'étendre et son budget de gonfler pour atteindre plus de 10 milliards de dollars par an. Posez la question à quiconque travaille aux cybercommandes. Regardez l'intitulé des postes à pourvoir. Vous verrez que la défense des réseaux informatiques ne fait vraiment pas partie de ses priorités. Tout ce qui compte aux cybercommandes, ce sont les cyberattaques et l'espionnage des réseaux. L'objectif explicite du cybercommande, c'est de dominer durablement le cyberespace, comme l'US Air Force domine le ciel et l'US Navy les océans. Que les Américains, la première économie du monde, la première puissance au monde, veuillent garder le contrôle d'un instrument qui en fait a été créé aux États-Unis, c'est dans les gènes américains. Bon. Ensuite, il y a la réaction que nous devons avoir, nous, Français et autres, par rapport à cela. Bien sûr que nous ne voulons pas ça, que ça ne nous plaît pas. Est-ce que nous avons, nous, la possibilité de nous substituer aux Américains? Évidemment non. Mais en revanche, nous avons la possibilité de prendre un certain nombre de mesures pour faire en sorte que nous ayons, pour ce qui nous concerne, un contrôle raisonnable des systèmes que nous utilisons. Automne 2014. Près de Rennes, Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, pose avec l'ingénieur Louis Pouzin, un des pionniers de l'Internet, la première pierre d'un nouveau bâtiment pour les recherches en cyberdéfense.
Ça sera votre nom, donc vaut mieux que... Moi, je prends plus petit. Depuis 2008, la France met les bouchées doubles pour rattraper son retard. Malgré les coupes budgétaires, la cyberdéfense a récupéré 1 milliard d'euros sur 5 ans lors de la dernière loi de programmation militaire. Dans le cyberespace, on était en 2008 quasiment inexistant. Nous avions qu'au sein du ministère de la Défense quelques dizaines de spécialistes de très haut niveau. On passe de quelques dizaines de spécialistes à, le livre blanc l'annonce aujourd'hui, de l'ordre du millier en 2019. Et on est à un niveau, je pense, comparable à nos grands partenaires européens. Donc une des missions de la DGA est de concevoir des systèmes qui soient sécurisés, protégés pour les forces armées françaises. Un constat que nous faisons, c'est qu'en fait le risque zéro n'existe pas. Des vulnérabilités sont découvertes très régulièrement dans tous les logiciels qui sont utilisés par ces systèmes d'information. Mais à la différence des États-Unis, la France insiste sur une stricte séparation entre cyberdéfense d'un côté et écoute et espionnage réservés aux services secrets de l'autre. La tentaculaire NSA, elle, englobe tout. Les services de renseignement américains ne se contentent pas de protéger le pays, ni de combattre les menaces terroristes ou de lutter contre la prolifération nucléaire. Ils sont aussi utilisés pour l'espionnage économique et politique, pour en savoir plus sur ce que font les autres pays. Et ces 10 dernières années, ils sont allés trop loin. C'est sans doute l'un des secrets que Nicolas Sarkozy confie à François Hollande lors de cette brève passation de pouvoir en mai 2012. L'Élysée vient d'être victime d'une cyberattaque. Peu d'endroits devraient être mieux protégés que le système informatique de la présidence de la République. Pourtant, en 2012, des attaquants se font passer pour des amis d'un haut fonctionnaire. Ils l'invitent à se connecter sur un faux site Facebook. Le fonctionnaire livre alors ses mots de passe et ouvre ainsi la porte aux pirates. Ils peuvent alors infiltrer son ordinateur et donc tout le système de l'Élysée avec un logiciel espion. Ce qui est aberrant pour moi, c'est qu'un haut fonctionnaire ait une page Facebook active et que ça puisse être un point d'entrée pour aller jusqu'au serveur de l'Élysée. Un document des archives Snowden a depuis révélé que le directeur technique de la DGSE est venu se plaindre en personne de cette attaque auprès de la NSA. Son nom, Bernard Barbier. Cette fameuse attaque sur l'Élysée, pour moi c'est un fait marquant puisque c'est elle qui m'a rendu public finalement, alors que j'étais dans l'ombre totale. Et en fait, ils ont utilisé un malware qui avait déjà été utilisé contre l'Europe. Et par hasard, cette signature de ce malware a été détectée au sein de l'Élysée. C'était de l'espionnage politique en fait. Et moi, ce que j'ai expliqué aux Américains, c'est qu'entre alliés, pour nous, c'était quelque chose qui était absolument inconcevable et complètement hors de la déontologie qu'on puisse s'espionner entre alliés sur des objectifs politiques, en fait. À Washington, la NSA a démenti être l'auteur de cette attaque, laissant entendre qu'elle aurait pu venir d'Israël ou de Grande-Bretagne. Les dernières révélations de Wikileaks ont cependant prouvé que, depuis 2004, la NSA avait écouté au moins 3 présidents français, des ministres et des conseillers. Un brutal rappel qu'il n'y a pas de règles dans le cybermonde. Dans l'esprit des dirigeants européens, ils ne pouvaient pas croire qu'un allié pouvait être quelqu'un qui allait les écouter. Ce qui est une absurdité, parce que nous n'avons pas d'amis. C'est Churchill qui disait « nous n'avons pas d'amis ». Nous avons des ennemis, nous avons des partenaires, nous avons des gens avec qui nous collaborons, mais nous n'avons pas d'amis. Ces 10 dernières années, l'Agence de sécurité nationale, la NSA, a délaissé ses attributions traditionnelles pour devenir l'Agence nationale du piratage, l'Agence nationale de la surveillance. Elle a oublié que tout ce qu'elle doit faire, c'est de nous protéger en tant que pays et société.
Les États-Unis ont tout intérêt à avoir une connaissance indépendante des projets et des intentions des autres pays. Personne ne dira le contraire. Mais il est indispensable de se fixer des limites pour ce genre d'opération, pour éviter d'attaquer nos alliés, nos partenaires de confiance, ceux qui peuvent nous soutenir et que nous soutenons. Les États-Unis n'ont rien à gagner à pirater le téléphone d'Angela Merkel. Soyons clairs, le risque principal pour nous n'est pas la curiosité de nos amis. C'est désagréable, c'est même, ça peut être dans certains cas, tout à fait révoltant, mais ce n'est pas le risque principal. Je parle aussi d'espionnage dans le monde économique. Fin décembre 2010, Paris se prépare calmement au Nouvel An quand une des sondes de surveillance disposées dans les réseaux du ministère des Finances se déclenche. Je suis alerté que ce ministère faisait l'objet d'une attaque de grande ampleur. Catastrophe. Bercy, c'est le cœur économique de l'État. Les ordinateurs y stockent les détails de tous les ministères, les contrats internationaux en négociation, toutes les données très privées de chaque contribuable. Bercy, au moment où elle assurait la présidence du G20, a été victime, ce département a été victime d'une attaque par cheval de Troie. Et ce cheval de Troie ponctionnait les données et les faisait sortir vers l'extérieur. Une quinzaine de cyberpompiers se plongent aussitôt jour et nuit dans les systèmes informatiques. Ils viennent de l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes informatiques. 400 experts civils y aident les administrations et les entreprises à se défendre contre des attaques numériques. À l'ANSSI, tout le monde est conscient du danger qui plane sur Bercy. Il y a à peu près 170 000 machines. Alors heureusement, des gros compartiments entiers étaient complètement épargnés par l'attaque. La Direction générale des finances publiques n'était pas affectée par cette attaque, il n'a donc pas touché les données des particuliers. À ce stade, l'attaque est encore en route et nous, on fait l'investigation pour essayer de rassembler suffisamment d'éléments pour la stopper. Pendant 2 mois, les experts observent. Quelles machines sont compromises? Comment se comporte l'attaquant? En toute discrétion, car si l'intrus s'est découvert, il risque de changer ses outils d'attaque, infecter d'autres ordinateurs du réseau ou même s'autodétruire, au risque de revenir une autre fois par une autre porte dérobée. Finalement, l'ANSSI intervient dans une opération coup de poing. Pendant un week-end, tout Bercy est débranché, les ordinateurs nettoyés. Dans les semaines qui ont précédé, il y a eu une attaque contre l'Australie, contre les États-Unis. Un certain nombre de pays européens ont été visés, et notamment l'un des premiers, c'était la chancellerie de Mme Merkel, dont l'ensemble des ordinateurs avait été infecté et qui, par le même mécanisme, là c'était des fichiers Excel piégés, faisait sortir de l'information en masse. C'est de l'espionnage. Classique. Alors avant, on essayait de faire parler les gens, des fonctionnaires, des diplomates ou autres, qui allaient dire un petit peu les choses. Là maintenant, si vous êtes capable de rentrer dans les systèmes informatiques, vous aurez tous les échanges de messages entre le ministre, ses collaborateurs. Si j'ai toutes les notes sur le concurrent, c'est normal, vous avez un avantage concurrentiel. Hein. C'est comme au poker, si vous avez une glace derrière le dos de votre adversaire, que vous voyez son jeu, si vous perdez, c'est que vraiment vous êtes un âne. Reste à connaître l'attaquant. On a des idées assez précises sur l'affaire, mais on n'a jamais communiqué là-dessus. Un attaquant qui est bien organisé, qui attaque depuis l'étranger, qui va être capable de passer d'un ordinateur à un autre pour in fine atteindre sa cible. Quelque part, il a vraiment une longueur d'avance d'un point de vue technique. Remonter ce genre de fil, si c'est très bien fait, c'est extrêmement difficile. En effet, il est bien plus facile de calculer la trajectoire d'un missile à partir de son point d'impact que de remonter à l'origine d'une cyberattaque. À l'époque, les indices pointaient vers la Chine. Similitude avec d'autres virus chinois, attaque qui correspondait aux heures d'ouverture des officines de cyberguerre de Shanghai. Chaque jour, la Chine pirate les réseaux de centaines, voire de milliers d'entreprises dans le monde entier, aux États-Unis, en Europe et en Asie. Et chaque jour,
l'armée chinoise vole des données qui sont indispensables à l'économie chinoise. Mais peut-être que nous, pour être tout à fait honnête, on aurait été bien contents de savoir quelle est la position des Chinois. Face à ces attaques, il n'y a d'autre choix que de renforcer les défenses en permanence. Et ce que l'ANSSI fait pour les civils, ces militaires le font pour l'armée, dans un lieu qu'il est interdit de révéler. Actuellement, la cybermenace en métropole a été évaluée donc à un niveau moyen. En revanche, sur les théâtres où l'incident a été relevé, nous avons évalué le niveau de menace à élevé. Donc tous les groupes de cyberattaquants ainsi que les méthodes d'attaque sont présentés dans le document que nous vous avons transmis donc, par messagerie sécurisée sur Intracel. À ce stade, c'est trop tôt pour savoir comment est-ce qu'on va pouvoir l'éradiquer. Je pense que là, ça vient plus au niveau analyse de savoir s'il peut faire un nettoyeur spécifique. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les militaires du Khalid surveillent les quelques 300 000 ordinateurs et systèmes d'armes du ministère de la Défense et de ses sous-traitants pour éviter qu'ils ne soient hackés. Moi, j'aime beaucoup l'image de la défense informatique qui est très proche de la lutte anti-sous-marine, où on va devoir aller détecter dans la profondeur des océans un sous-marin qui se cache et qui essaye de faire moins de bruit que les bandes crevettes. Donc l'attaquant dans un réseau, il faut que les défenseurs aillent le débusquer à partir de signaux faibles, en sachant que lui va essayer de tout faire pour se cacher et être le plus discret possible. Si c'est un malware courant, ça peut prendre 1 heure pour retrouver en fait où est le code malveillant et ce qu'il fait. Si c'est quelque chose de très ciblé, qui cible le ministère de la Défense et pas simplement un ordinateur, je dirais lambda, là ça peut prendre plusieurs semaines. Quand on va étudier le code source du malware, le programmeur, bien souvent, il laisse des commentaires dans son code pour pouvoir s'y retrouver. Et en général, ils sont écrits dans la langue du développeur. Donc ça va donner des indices. Il y a quand même des limites à ça. Les virus sont pas mal réutilisés. Résultat, des marqueurs écrits en chinois, en coréen ou en français peuvent très bien se retrouver dans des virus syriens ou russes. De quoi brouiller durablement les pistes. Ce document canadien top secret, tiré des archives Snowden, décrit un virus dénommé Babar, dont le code aurait été développé par un certain Titi. Il exfiltrait des informations de serveurs basés en Iran, en Algérie et en Côte d'Ivoire. Un virus made in France? Ou que d'autres voulaient attribuer au service français? Constamment réécrites, donc changeantes, ces armes cyber sont très différentes d'un Rafale ou d'un porte-avions, prévues pour durer 40 ans. Je crois qu'il y a effectivement une course aux armements actuellement dans le domaine cyber. C'est-à-dire que nous constatons des armes cyber qui sont d'une complexité croissante. Nous avons connaissance d'États qui se dotent d'armes cybernétiques. Aujourd'hui, 26 États auraient des capacités offensives. De la Russie à la Chine, en passant par l'Iran et la Corée du Nord, la Norvège ou le Brésil. De même qu'il existe un marché des armes réelles, des entreprises spécialisées se sont créées pour commercialiser ces cyberarmes. Ou, encore plus mystérieux, des 0D. Un 0D est un trou dans un programme informatique que personne n'a remarqué. Aucun antivirus ne le protège. Des sociétés comme l'américaine Endgame ou la française Vupen se sont fait comme spécialité d'identifier ces trous de sécurité et de concevoir des codes d'attaque adaptés. Quand vous achetez ces vulnérabilités qui peuvent se négocier très cher, on parle de prix qui tournent autour entre 500 000 $ et entre, mettons, en quelques dizaines de milliers de dollars jusqu'à 1 million de dollars selon la criticité, l'universalité du système visé. Mais c'est ça. Quand vous avez ces trous, après vous pouvez y envoyer des virus, vous pouvez envoyer ce que vous voulez. Je dirais que c'est la vente de la faiblesse. Voilà. Bon, moi, je peux vous répondre sur mon périmètre de responsabilité. Je n'ai pas de ligne financière pour acheter des 0D.
Donc, par contre, j'espère, je pense qu'il y a des services en France qui le font. Par contre, ce qui est clair, c'est que dans mes capacités de surveillance, j'écoute ce qui se dit au niveau des hackers, j'écoute ce qui se dit dans les réseaux professionnels, et bien souvent, les gens parlent des 0D, et c'est comme ça qu'on arrive à en récupérer un certain nombre. Pour les défenseurs, connaître ces 0D permet de boucher les éventuels trous des ordinateurs dont ils sont responsables. Pour les attaquants, ils sont la garantie d'intrusion réussie. En accumulant ainsi systématiquement des 0D, on prend le risque de créer une catégorie d'experts en sécurité informatique dont la spécialité est de chercher des failles. Mais au lieu de partager ce savoir avec les fabricants de logiciels pour qu'ils comblent ces failles et rendent notre environnement plus sûr, ces chercheurs vendent les 0D aux services secrets. Et tout cela compromet notre sécurité individuelle, sociale et économique. De plus, cela fait émerger un nouveau marché noir des armes informatiques. Les révélations Wikileaks ont encore une fois démontré à quel point ces logiciels espions hyper sophistiqués sont devenus des outils essentiels dans la guerre économique mondiale. Le problème, c'est qu'ils ne font pas que de l'espionnage. Cette capacité finalement d'aller voler de l'information, c'est la même si vous voulez casser, puisque à partir du moment où vous prenez possession d'un système informatique, vous pouvez casser en fait. En 2007, le département américain en charge de la sécurité intérieure veut montrer à des entrepreneurs sceptiques les effets concrets d'une telle attaque. Pour cela, il fait venir un générateur électrique de 50 tonnes sur une base de l'US Army dans l'Idaho. Le matériel attaqué était un générateur diesel qui venait du nord de l'Alaska. C'était une machine robuste, résistante, conçue pour tourner dans des conditions difficiles. Dans la vidéo, on voit qu'il fonctionne normalement, sans bruit inhabituel. Tout à coup, on remarque le premier soubresaut. Le générateur tremble. L'attaque détournait la force du réseau électrique contre le générateur. Après l'attaque, les ingénieurs découvrirent que son intérieur était complètement détruit. On aurait pu poursuivre l'attaque jusqu'à ce qu'il explose. Mais on voulait frapper, puis faire une pause pour récupérer les données et les étudier. Si ce générateur subissait une attaque continue, à mon avis, il lâcherait en moins d'1 minute. L'attaque entra dans l'histoire sous le nom de code Aurora. Voilà précisément ce que peut faire une cyberarme. Contrairement à Stuxnet, une attaque Aurora n'est pas discrète. L'objectif est de détruire, de provoquer des catastrophes. Aurora et Stuxnet ont un point commun. En analysant ces cyberarmes, les chercheurs ont remarqué qu'elles n'attaquent pas directement les générateurs ou les centrifugeuses. Elles passent par des petits automates industriels très répandus, appelés PLC ou système commande. Des mini-ordinateurs qui relient les machines à Internet, par exemple pour les gérer à distance. Quand on a analysé le code, on a découvert le nom d'un constructeur allemand de matériel industriel de commande. C'était Siemens. On a décidé d'en commander un sur un site d'enchères. Je m'attendais à recevoir quelque chose de la taille d'un réfrigérateur d'étudiant. Mais voilà ce qu'on m'a envoyé. Cette petite boîte renferme un micro-ordinateur capable de contrôler le réseau électrique, des pipelines, des usines de construction automobile. Tout indiquait que ce code avait pour vocation de cibler du matériel d'usine. C'était vraiment très inquiétant. C'était du jamais vu.
C'est ce que j'appelle la dérive Stuxnet, c'est-à-dire, nous, ce qu'on appelle dans les entreprises, les attaques contre les systèmes SCADA. Les SCADA, c'est les systèmes industriels, hein, ce qui fait marcher la machine-outil, la ligne de production de yaourt ou l'embouteillage de boîtes de foie gras. Bon, vous pouvez, avec un virus, complètement paralyser, faire exploser la ligne. Les systèmes SCADA sont les héros cachés qui font marcher notre quotidien. Très répandus, ils font monter et descendre les ascenseurs. Robustes et durables, on les utilise dans l'industrie chimique. Efficaces et bon marché, ils gèrent les dosages dans les usines de médicaments, contrôlent la distribution d'eau, font tourner la bourse. Mais ils sont rarement protégés contre les armes informatiques d'aujourd'hui. Prenez un robot pour fixer des boulons sur une voiture. Ce robot, il va marcher au millimètre près avec une cadence qui correspond à l'arrivée des voitures pour qu'à chaque moment, il soit exactement en phase au moment voulu pour que la vis soit en face du trou pour être vissée. Le moindre dérèglement, la machine va devenir folle, elle va se casser si vous voulez. Ah oui, c'est des cas réels. Hein. Tout ce que je vous dis là, c'est des cas réels. Je ne peux pas vous dire qui, vous le comprenez bien, mais c'est des cas réels. Ce n'est pas difficile de pirater des systèmes de commande industriels. Mais les protéger, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que le système doit remplir sa fonction. Si on le protège trop, il ne peut plus fonctionner. En France, pays du nucléaire roi, cette prise de conscience a fait l'effet d'un choc. Depuis la loi de programmation militaire de 2014, l'ANSSI est donc chargée d'aider les 200 secteurs les plus sensibles à se protéger. La liste de ces opérateurs d'importance vitale est officiellement secrète. La liste est classifiée, mais les secteurs, on peut les citer, eux, par contre, c'est l'énergie, c'est les transports, c'est les finances, le domaine militaire, bien évidemment. Et voilà, tous ces domaines-là, il faut les protéger. Dans le domaine du transport aérien, si on commence à modifier les données de contrôle aérien, on voit les conséquences que ça peut avoir. Donc il faut évidemment que ces systèmes, qui sont évidemment complexes, qui impliquent des systèmes au sol, qui impliquent des systèmes en vol, que ce système-là soit bien sécurisé, soit bien pensé vis-à-vis de la menace, de manière à éviter qu'il puisse être détourné, mis en panne, utilisé à l'encontre même des utilisateurs. Mais si les secteurs vitaux sont bien protégés, rien ne prouve que leurs nombreux sous-traitants sont aussi conscients des risques. Un bon attaquant qui veut s'en prendre à une cible sensible ne lance jamais un assaut direct. Non. Il passe par les sous-traitants, parce qu'ils ont un accès privilégié en tant qu'utilisateurs autorisés et qu'ils n'y connaissent strictement rien en sécurité informatique. On va voir des entreprises disparaître à cause d'attaques informatiques. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est plus une menace, c'est une réalité aujourd'hui, face à laquelle il faut lutter avec la plus grande énergie. L'ANSSI a beau augmenter régulièrement ses mises en garde, ses sondes découvrent bien plus d'attaques qu'elle ne peut en traiter. Maisons connectées, voitures connectées, bureaux connectés. L'arrivée avec force publicité de l'Internet des objets n'est pas pour rassurer les experts en cybersécurité, car ce sont autant de nouveaux points d'entrée pour les cyberattaquants. L'Internet des objets, ça pose un vrai problème de fond. Récemment, il y a eu l'exemple intéressant de BMW qui avait mis en place une communication sans fil avec l'ordinateur de bord. Et les hackers ont démontré qu'ils pouvaient très facilement fracturer la voiture sans fracture. Donc BMW était obligé de le reconnaître, que des milliers de voitures ont été volées sans fracture aucune. Ces chercheurs en sécurité informatique de l'Université de Washington ont démontré comment cela se passe. La voiture choisie est dotée d'un système de communication d'urgence, une sorte de téléphone portable interne. En hackant ce système, les chercheurs ont introduit un code malveillant dans les ordinateurs de bord de la voiture
et prit le contrôle de tous les systèmes mécaniques. Fermeture des portes, lumière et surtout les freins. And we'll be applying your brakes shortly. Right about now. Ooh, yeah, that worked. Ooh, is he gonna go to the wall? Quand on pense que maintenant les pacemakers sont télémaintenus, c'est-à-dire qu'en vous connectant sur un pacemaker, vous pouvez agir et faire un certain nombre de choses. Enfin, a-t-on le droit de mettre l'informatique jusque-là? Sécuriser les produits à la conception des produits, c'est absolument pas du tout dans la façon de penser des gens qui font de l'innovation en informatique. C'est cela le risque aujourd'hui essentiel. Les marchands de sécurité informatique, défensive et offensive, ont donc un bel avenir devant eux. Je crois qu'on est quand même dans une hystérie collective. Ça ne veut pas dire que le risque n'existe pas dans l'absolu, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais je crois qu'on le surdimensionne parce que derrière, il y a toute une industrie qui se dit « bon sang, il y a des tas de financements qui arrivent, il y a des milliards à se partager. » Voilà, on est dans le marketing de la peur et il faut l'entretenir pour que des gens puissent vendre des choses. Éric Filliol a choisi la recherche dans un institut public proche du ministère de la Défense. Ses travaux se basent sur une autre possibilité d'Internet, le Big Data. L'accès à des quantités quasi inépuisables de données librement accessibles. L'idée la plus généralement défendue, c'est qu'on va vers une guerre qui se passerait dans le tout numérique. En gros, on n'aurait qu'un seul champ de bataille numérique, et en gros, on serait dans un gigantesque wargame. Éric Filliol veut montrer que la dimension cyber n'est qu'une dimension stratégique de plus. Pour cela, il a démontré avec son équipe comment neutraliser le réseau électrique de toute la Californie. Le cyber dit électricité. Si vous coupez l'électricité, vous coupez tout. En utilisant uniquement des données publiques, l'équipe a calculé qu'il suffit de quelques attaquants motivés pour faire sauter les 5 pylônes électriques critiques et bloquer cet État grand comme la France. Et ce qui est intéressant, c'est est-ce qu'il y a un centre de secours pas loin? Si il existe un centre de secours, est-ce qu'ils sont en sous-effectif? Le pont par lequel ils devront passer, est-ce qu'il est en bon état? Ce sont des tas d'informations. Et on n'imagine pas combien l'ouverture sans frein de toute l'information est intéressante. Parce qu'on va prendre tout ça, les traiter mathématiquement, pour ensuite permettre une manœuvre extrêmement réduite. Il n'y a pas de posée d'hélicoptère possible dans cette région. Ils répareront, ça c'est sûr. Mais nous, l'effet à obtenir, c'est qu'ils réparent en plus de 48 heures. Il ne faut pas oublier que l'essence même du renseignement et du cyber, c'est de traiter ce qu'on appelle le big data. C'est à partir d'informations anodines, d'extraire des informations sensibles. Et de ce point de vue-là, la France est concernée comme les autres. Ce scénario a été jugé tellement crédible qu'Éric Filliol et son équipe ont été invités à une grande conférence de hackers au Canada. Ils ont préféré décliner. Ce plan très détaillé pourrait fâcher la NSA ou tomber dans de mauvaises mains. On ne comprend pas pourquoi aucune cyberattaque terroriste n'a encore eu lieu. Ces réseaux terroristes maîtrisent très bien l'outil Internet. Ils l'utilisent pour recruter, pour faire du prosélytisme, pour former, pour diriger, pour contrôler, pour obtenir des fonds. Ils savent utiliser Internet. Mais jusqu'ici, aucune de leurs attaques contre nous n'a eu d'effet dévastateur. Je ne sais pas pourquoi. Et pourtant, cette vidéo est brièvement apparue en avril 2015 sur les réseaux sociaux, avant d'être vite retirée par les services de l'État. Des cyber-djihadistes y citent une série de hackings, dont celui du compte Twitter de l'US Army, et annoncent bien pire. Car depuis les attentats contre Charlie Hebdo et l'hypercacher, les cyber-djihadistes,
où des sympathisants qui se déclarent comme tels redoublent d'activisme. En janvier, effacement de milliers de sites de mairies, de crêperies et de pizzerias à travers la France. Puis, tentative de piratage du quotidien Le Monde. L'attaque contre la chaîne TV5 Monde, en revanche, viendrait plutôt de Russie. Ça montre qu'ils existent, ça montre qu'ils sont là, ça montre qu'ils sont capables de rentrer chez vous, même si derrière, c'est quelque chose qui est extrêmement simple à faire. Ça donne une impression de puissance, bien, même si elle est totalement virtuelle. Quand vous arrivez à mettre votre photo sur 2 à 300 ou à 400 pages différentes en France, vous touchez 3000, 4000, 5000 personnes. C'est comme si vous aviez distribué un tract. Mais ça montre que vous existez et que vous êtes capable de rentrer. Il y a un début d'agression. Quand vous avez votre passe défacée, vous n'êtes pas demandé à être défacé. Donc l'image qu'on vous envoie vous agresse. Activisme, cyberguérilla, tous les interlocuteurs le confirment. Une attaque à la Kalachnikov ou à l'explosif reste bien plus traumatisante qu'une attaque cyberterroriste. Quand on est terroriste, on cherche à avoir l'action la plus spectaculaire possible, celle qui va terroriser le plus. Alors vous me direz, on peut aussi imaginer de tels actes sur Internet. Oui, mais les opérations qui visent véritablement des capacités critiques, elles nécessitent quand même un certain niveau d'habileté technique. Et c'est un niveau d'habileté technique qui monte dès lors que les États ont aussi augmenté leur capacité de défense. Il n'y a pas que la France. Le Brésil, plus grande puissance d'Amérique du Sud, est un nœud central pour Internet. De nombreux câbles et fibres optiques s'y croisent. Mais le Brésil a aussi pris la tête de la campagne pour mettre fin aux abus des cyberguerriers. La NSA et les autres agences attaquent les infrastructures critiques d'Internet pour en prendre le contrôle. Elles piratent les routeurs qui permettent au pays d'avoir accès à l'Internet global. Ce sont les outils clés convoités par les gouvernements pour mettre en œuvre leurs programmes de surveillance. Cette carte des archives Snowden en particulier a choqué les Brésiliens. Ces points jaunes indiquent les codes malveillants installés par la NSA à travers le monde. D'après ce document, il y en aurait 50 000 au total qui visent logiquement la Chine, la Russie, le Proche-Orient, mais aussi les réseaux brésiliens. Nous n'hébergeons pas de terroristes et rien n'indique qu'il y a des activités terroristes sur notre territoire. Le Brésil entretient depuis 200 ans des relations amicales avec les États-Unis. Alors pourquoi subissons-nous de tels sabotages? Furieuse, la présidente brésilienne Dilma Rousseff s'est rendue devant l'Assemblée générale de l'ONU pour fustiger ces ingérences contraires aux lois internationales et exiger avec l'Allemagne un traité de limitation des cyberarmes. Il faut que les États, à mon avis, se mettent autour de la table pour qu'il y ait clairement un accord et, où un État ne va pas utiliser ces outils comme une arme contre l'autre. C'est au niveau des Nations Unies que peut se mettre en place une espèce de droit cyber, si je peux prendre cette expression, pour essayer de se prémunir, d'avoir des mesures de confiance. Et nous sommes là vraiment qu'au début. Et il faut beaucoup de volonté politique pour s'engager dans cette direction. J'espère que ça viendra. Pour certains, l'exemple à suivre, c'est la dissuasion nucléaire élaborée pendant la guerre froide sous l'égide de l'ONU. Mais les cyberarmes sont bien moins coûteuses à développer que des bombes atomiques. Et ce n'est pas la seule différence. L'arme nucléaire est une arme de non-emploi, c'est de la dissuasion. Alors bon, les Américains ont utilisé l'arme nucléaire 2 fois, mais ça a été dans les années 45. On voit bien que l'arme cyber, elle, c'est une arme, au contraire, qui est utilisée et qui sera encore utilisée dans le futur. Il existe une autre vision, plus cynique, de la dissuasion. Si les grandes puissances ont tout infiltré leur réseau mutuel de virus et d'armes cybernétiques dormantes, alors aucune n'osera attaquer l'autre.
Ah ben c'est la neutralité par la force. Hein. Je suis chez toi, tu es chez moi, donc on ne se fait pas de mal, parce que sinon ça va se terminer très très mal pour tous les deux. Donc à partir du moment où tout le monde sait que l'autre peut venir chez soi, on peut arriver à trouver un terrain d'entente. Je crois que les choses ne sont pas mûres encore pour aboutir à l'élaboration d'un traité. C'est plus l'idée de code de bonne conduite, et c'est l'idée que la France préconise, que l'idée d'un traité. Faute d'accord, les conséquences sont déjà économiques. Pour s'autonomiser, le Brésil a commencé à construire des câbles sous-marins vers l'Europe, l'Afrique du Sud et l'Inde, qui échappent aux États-Unis. Et ce n'est qu'un début. Si ces problèmes ne sont pas réglés, le gouvernement et les entreprises du Brésil hésiteront de plus en plus à conclure des contrats avec les compagnies américaines. À chaque fois que nous pénétrons le champ de bataille qu'est devenu Internet, peu importe que nous tirions sur nos ennemis des centaines de fois et faisions mouche systématiquement. Si en retour ils nous atteignent une seule fois, nous avons perdu. Parce que nous sommes bien plus dépendants de ces systèmes qu'eux. C'est pourquoi nous devons nous concentrer sur la création d'un Internet plus sûr, plus fiable, plus solide et plus crédible. Il ne faut pas l'affaiblir. Chaque fois que quelqu'un nous regarde de travers, on attaque. À long terme, ça ne marchera pas. Il faut qu'on règle ce problème si on veut survivre. Sans coordination des États et de leurs services, cette nouvelle cyberguerre risque d'être un jeu où tout le monde est perdant. Plus nos sociétés sont connectées, plus nous sommes vulnérables. L'affaire Sony en est la preuve. The FBI is investigating that destructive cyber attack at Sony Pictures. Fin 2014, les studios Sony sont victimes d'une puissante cyberattaque. Les mystérieux hackers font du chantage financier et demandent l'amélioration des conditions de travail chez Sony. Après quelques jours, ils exigent aussi l'annulation du film The Interview. The Interview est une comédie absurde sur le point de sortir. L'histoire, deux pseudo-journalistes américains sont chargés de tuer Kim Jong-un, ce qui a provoqué la fureur de la Corée du Nord. FBI, médias et politiques américains accusent donc Pyongyang d'être responsable de l'attaque. Qui dément? C'est une affaire qui a étonné tout le monde et qui continue à m'étonner. Voilà, je ne comprends pas pourquoi l'État américain est descendu aussi vite. Il y a des clés de compréhension qui nous manquent dans cette affaire. They caused a lot of damage. And we will respond. We will respond proportionally, and we'll respond in a place and time and manner that we choose. Fin décembre, l'Internet nord-coréen s'effondre pendant 10 heures. Donc il y a eu une réplique, mais est-ce que c'est véritablement les Coréens? Il y a beaucoup de gens, moi dans le milieu, beaucoup de gens en doutent. Les Américains se sont saisis de cette affaire pour en faire une affaire d'État. Alors pourquoi un État aurait eu besoin de faire ça, quoi? Alors peut-être que c'est un État associé avec une cyber-mafia, et donc la mafia, elle, essaie de gagner de l'argent, l'État, lui, essaie d'empêcher le film de sortir. Mais résumer ça par une attaque de la Corée du Nord me semble un peu simple. L'affaire Sony révèle toutes les ambiguïtés de la cyberguerre, à commencer par la difficulté de trouver une réponse calibrée. À partir de quel moment sommes-nous effectivement en situation de conflit? Est-ce qu'il est possible de lancer une attaque contre des systèmes sans la revendiquer? Et à quoi cela conduit, etc., etc. On a un champ très vaste qui s'ouvre. Comme ces opérations peuvent être menées de façon secrète, on est tenté d'y avoir recours en permanence. On s'imagine que c'est moins dangereux qu'une guerre thermonucléaire. Mais en réalité, cela crée bien plus de possibilités de malentendus et des tensions qui peuvent entraîner des représailles et des réactions en chaîne extrêmement dangereuses. Donc on va avoir dans les années qui viennent
des frontières entre le temps de paix et le temps de guerre qui risquent d'être beaucoup plus malléables que ce que l'on connaît aujourd'hui. Internet est devenu un terrain d'affrontement. Mais cet organisme d'importance vitale, mondiale et ouvert n'est protégé par personne. L'accumulation de vulnérabilités, de 0D et d'armes informatiques ne cesse de le fragiliser. L'Internet est le système le plus complexe que l'homme ait inventé. Chaque opération sur ce réseau a des conséquences inattendues qui créent de nouveaux comportements. Quand un petit virus est lâché dans la nature, au milieu de nos vies et de nos réseaux privés, il s'échappe et se rebelle, comme dans Jurassic Park. L'Internet devrait servir la liberté. Internet ne doit pas être un outil de guerre. Au début de l'ère nucléaire, États-Unis et Union soviétique ont mis 20 ans pour comprendre cette nouvelle arme et signer des traités permettant une coexistence pacifique. À l'aube de l'ère cyber, le nombre de pays dotés d'armes numériques est bien plus élevé. Les débats sur son utilisation n'en sont qu'aux prémices. La voie vers la paix sera d'autant plus compliquée. Mais en supposant qu'on passe un accord international, ce serait formidable, hein. Qu'est-ce qui nous garantit que le plus malin et le plus fort ne passera pas outre pour mener son truc à côté, à partir du moment où il dispose d'une technologie qui est différente et qui ne peut pas être repérée?